Si on nous entend bien, tout est parfait. C'est donc le dernier webinaire d'Enoa de l'année, voilà, avant la pause estivale. Ne vous inquiétez pas, nous reprendrons en septembre. Déjà, nous sommes ravis de vous retrouver nombreux pour aborder un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur, qui sont les nouvelles exigences de France Compétences pour l'enregistrement de vos répertoires sur les répertoires RNCP-RS et de leur impact sur vos référentiels. Donc, depuis la publication du nouveau Vademecum unifié de France Compétences, on voit que les règles du jeu ont effectivement changé. Aujourd'hui, la Commission exige des preuves concrètes, contextualisées, opérationnelles et beaucoup moins de déclaratifs. Alors, nous vous avions proposé un webinaire pour un premier décryptage du Vademecum au mois d'avril, dans lequel nos intervenants avaient mis l'accent sur le nouveau cadre opérationnel en faisant des focus sur les modalités d'évaluation, les process, les rôles de chacun, la formalisation accrue et l'articulation entre formation, certification et la nécessité d'un contrôle renforcé. Aujourd'hui, on va centrer notre analyse particulièrement sur les exigences en matière de transition numérique, et on parlera aussi forcément de l'essor de l'IA, ainsi que d'accessibilité numérique. Pour les acteurs du digital, des technologies de l'information et de la multimodalité, le défi il est grand. Comment mesurer en effet l'impact de ces transitions sur les métiers, les compétences et surtout comment les traduire dans vos référentiels de compétences et d'évaluation sans risquer le rejet des dossiers par France Compétences. Donc ce sujet est pour nous d'autant plus important que nous avons récemment réalisé une journée professionnelle, c'était le 11 juin, sur l'IA et comment la déployer dans les organismes de formation. Et nous avons pu observer que le temps des pilotes et des expérimentations était quand même derrière nous et que les acteurs ont bien avancé dans l'implémentation de l'IA dans leur process. Donc, le monde de la certification, les acteurs de la certification doivent aujourd'hui accompagner cette évolution de fond. Pour décrypter ces nouvelles attentes et vous donner des clés opérationnelles pour sécuriser vos certifications, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un plateau d'experts de premier ordre. Donc, nous accueillons Joël Ruiz, qui est président de la commission certification de France Compétences et aussi ancien président d'ENOA, qui nous a fait l'amitié de venir. Joël nous apportera l'éclairage de l'institution sur la philosophie de ce nouveau Vademecum. Bonjour à tous. Bonjour Joël. Nous avons également Fanny Montarello qui est consultante experte chez CG Conseil, qui fait partie du groupe Amnios et qui Bonjour. présentera une méthodologie opérationnelle pour réviser l'ingénierie de vos dossiers de certification face à des nouveaux filtres, notamment de transition numérique. Et Audrey, adhérente également au nom de sa structure Access 42, un cabinet. Audrey est experte, hein, une experte reconnue en accessibilité numérique et notre experte maison à chaque fois que nous avons des questions sur ce sujet précis. Et elle nous expliquera concrètement comment insuffler les obligations d'accessibilité justement dans vos référentiels. Donc, sans plus attendre, je vous propose de plonger au cœur de ce décryptage. J'avais simplement juste avant une petite chose à vous dire. D'un point de vue pratique, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il n'y a aucun souci. On y répondra à la fin des interventions. Et puis, on enregistre notre webinaire et le diaporama et le replay vous seront envoyés directement. Donc, ça, c'était pour les aspects techniques. Et puis, une deuxième partie, c'est de vous dire qu'Enoa a mis à disposition un ensemble de ressources. Nous avons travaillé jusqu'au bout et notamment, vous les voyez là, des fiches pratiques. Donc, c'est une série de 17 fiches pratiques autour de l'IA en formation et qui abordent différents sujets, des sujets pédagogiques, techniques, économiques, de sobriété et également des questions juridiques liées à l'IA Act.
vous pouvez les télécharger. Et Thérèse vous a mis le lien de téléchargement de ces fiches qui sont en libre accès sur le site, alors que certaines autres ressources sont quand même réservées à nos adhérents, notamment le guide Calliope et le guide Évaluer à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais tout de suite, Joël, je te laisse la parole pour poser le cadre de cette nouvelle doctrine. Donc, Joël, c'est Oui, à toi. merci Aurélia. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer en une bonne dizaine de minutes, pas plus, de vous présenter un peu des éléments de cadrage, en rappelant quelques principes pour commencer peut-être. En tant que président de la commission de la certification professionnelle, vous indiquez simplement que nous sommes attachés à France Compétences parce que c'est France Compétences qui nous met à disposition les moyens, les locaux et notamment les équipes techniques de la direction de la certification professionnelle qui nous permettent de prononcer nos avis sur l'enregistrement, mais que notre commission, elle est autonome. Moi, je ne rends compte ni au directeur général de France Compétences, ni au conseil d'administration de France Compétences. J'ai été nommé par le ministre en charge de la formation professionnelle, ainsi que tous les membres de ma commission. Et donc, on n'a pas de contrôle hiérarchique, et donc on prend nos décisions en toute indépendance. C'est un détail, mais qui a son importance. Pourquoi? Parce que la commission de la certification professionnelle, elle est à la croisée de 5 logiques et qu'on essaye de tenir à l'équilibre. La première, c'est celle du monde académique, qui est vigilant à ce que les savoirs et les compétences de base soient bien garantis dans les certifications qui sont enregistrées. Et donc, ils s'assistent pour qu'on n'ait pas d'approche trop adéquationniste, euh, tout en sachant qu'il faut quand même qu'un titre et un diplôme, ce soit professionnel, c'est-à-dire que ça soit accepté par le marché du travail. Vous voyez. On a aussi une autre logique qui est celle du monde économique, où on nous dit veiller à ce qu'il y ait bien une cohérence globale des métiers, évitons l'émiettement des certifications. Essayons d'être le plus proche possible des réalités du travail, tout en sachant qu'il faut que, à titre un diplôme, ça soit un signal de confiance suffisamment fort pour qu'il soit transférable, quels que soient les secteurs, les secteurs. On a aussi évidemment les branches professionnelles qui essaient de garantir des qualifications, qui soumettent leur CQP à la certification professionnelle. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent concurrencés par d'autres titres, d'autres diplômes et qui régulièrement nous interrogent sur leur légitimité, mais pour autant, en renouvellement, 90% des CQP sont enregistrés par France Compétences. Et puis enfin, les certificateurs et formateurs privés qui nous disent combien il est important la reconnaissance de la force probante d'une certification. Combien c'est important que le certificateur soit fiable, mais qui souhaite régulièrement nous interpeller sur l'allègement des contraintes. Sauf qu'on ne peut pas laisser le marché se réguler de lui-même, ça n'a jamais fonctionné. Puis enfin, le financeur public, qui aussi est un acteur important, qui met l'accent sur le bien fondé et la valeur des certifications qui sont enregistrées et dont on essaie de lui expliquer en permanence qu'il est important, qu'il ne conditionne pas l'accès au répertoire comme un accès à des financements, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, notamment suite à un récent décret du 24 février 2026 sur le CPF. Donc la certification, c'est l'équilibre de tout cela qu'elle se situe. Et la commission, elle est un peu à la croisée de ces différentes logiques, ce qui rend à la fois passionnant le travail, mais qui a rendu par exemple assez compliqué la production d'un vadémécum qui a été rendu public alors qui était quasiment bouclé en octobre, alors qu'il n'a pu être rendu public en janvier. Vous voyez, c'est parce que voilà, il fallait aussi s'assurer de mettre de côté toutes ces logiques et d'essayer de garantir un équilibre complet sur la certification. L'autre point, c'est quand même se rappeler que la certification professionnelle, que la commission, certes, elle est garante, entre autres, des répertoires, il y a d'autres missions, hein, mais je ne vais pas vous en parler. Et quelle garantie? C'est que d'abord et fondamentalement, un certificat, un titre, c'est un signal de confiance qui est donné à tous. Et ça doit être un repère fiable lorsqu'il y a du recrutement, des mobilités, des promotions. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui doit être suffisamment fiable pour être reconnu par l'écosystème. Un moyen de reconnaissance dont il ne faut jamais oublier qu'il a une dimension aussi bien sociale que économique, ce moyen de reconnaissance. Et savoir que
en France, nos répertoires sont des répertoires ouverts et que donc on accède à ce moyen de reconnaissance euh, qui est offert par des certificateurs qui ne sont pas que des certificateurs académiques. Pourquoi ouvert? Parce que si je prends le cas d'autres pays de l'Europe, en particulier dans le monde germanique, le formal, l'anime formal, comme ils disent, le formal, c'est le monde académique qui seul a le monopole des certifications. Certes, il peut associer le monde économique à la création dans ces commissions, mais seul le monde académique a le monopole de la certification, ce qui n'est pas le cas du système français, où on a des répertoires qui sont aussi ouverts aux branches professionnelles, qui sont aussi ouverts à des opérateurs privés, sous la forme de ce qu'on appelle des certifications à la demande. Alors, je vais participer demain soir à un club de DRH et le titre, c'est Reskilling et certification, comment s'orienter dans la jungle des certifications. Le sentiment qu'on me renvoie, c'est oui, mais votre truc, certes, c'est ouvert, mais est-ce que c'est pas une jungle? Ou on a du mal à s'y reconnaître. Alors, il faut avoir à l'esprit que dès lors qu'on est sur un système de référence, les titres, les diplômes et autres certifications et habilitations sont garantis par la puissance publique dès lors qu'ils sont publiés au journal officiel. C'est vrai que ne sont pas concernées d'autres formes de certification, qualité, des open badges, des micro-certifications, des certifications internes aux entreprises, et que strictement la certification professionnelle, en tout cas portée par notre commission, ce ne sont que les titres, diplômes et autres certifications qui sont dans les deux répertoires, le répertoire, le RNCP et le répertoire spécifique. C'est la base, on va dire, de la confiance qui est dans l'opinion publique, qui peut être attachée à ces certificats, même si cette confiance est un peu en crise aujourd'hui. Il y a eu des enquêtes d'opinion sur la question du diplôme qui est interrogée. Alors, probablement que c'est dû à l'accès en masse à l'enseignement supérieur depuis 25 ans. C'est probablement aussi dû au fait que la France a un niveau de qualité de l'emploi inférieur à la moyenne européenne, notamment par défaut de perspective de carrière, et que quand vous obtenez des certifications, c'est plus compliqué qu'ailleurs en termes de perspective. Néanmoins, est-ce qu'on a le choix? Non. On a besoin de repères, plus que jamais. Dans ce contexte-là, nous, on a conduit une politique qui a répondu quand même à un sujet qui est de réduire le nombre de certifications depuis 2019. On est passé de 10 144 à 6 500. Alors, en réalité, vous en avez à peu près 3 000 qui sont des reconnaissances par les ministères certificateurs au nom de l'État. 2121 qui sont des fiches actives sur le RNCP venant des branches professionnelles et certificateurs privés, et 1400, principalement d'ailleurs des certificateurs privés, au répertoire spécifique. Donc on a diminué, on a divisé par deux en fait, hein, les certifications. En parallèle, on a augmenté les durées d'enregistrement RNCP, puisque aujourd'hui, la durée maximale à 5 ans, vous avez 42% des renouvellements qui passent sur des durées à 5 ans. Euh, L'autre élément, c'est qu'on a augmenté donc le taux d'acceptation, mais aussi les contrôles. Ils ont été doublés en 2025. Alors, ce qui est nouveau sur la politique de certification, bien sûr, c'est que désormais, on peut refuser à l'enregistrement sans examen d'un dossier tout ce qui est du domaine du plagiat, de la communication trompeuse ou de la fausse déclaration, principalement parce qu'on a des problèmes dans les remontées de data pour la fausse déclaration sur les promotions des bénéficiaires. Il faut savoir que sur la communication trompeuse et la fausse déclaration, on s'est donné 6 mois au niveau de la commission pour voir comment ça se passe. Et on voit passer tous les dossiers refusés, alors que théoriquement, on n'a pas à se prononcer, puisque dès lors que un dossier a été refusé à ses motifs, la commission n'étudie pas la demande d'enregistrement. Néanmoins, on veut savoir ce qui s'y passe et essayer d'arrêter un peu une doctrine sur ces questions de communication trompeuse et de fausses déclarations. Dit autrement, il faut qu'on arrive à faire la part de ce qui procède de la bonne foi et de la mauvaise foi. Donc, je vous dis ça parce que sur le Vademecum, c'est assez light sur ces sujets-là, tout simplement parce qu'on s'est donné le temps de voir ce que ça pouvait faire. Puis enfin, il y a aussi, comme nouveauté, l'obligation de piloter le réseau des organismes habilités à former à la certification par le certificateur. Là, on ne vérifie pas le contenu des moyens pédagogiques et financiers les moyens pédagogiques et d'encadrement, excusez-moi. On se contente de vérifier la cohérence de ces moyens avec la certification visée. Là aussi, on s'est donné le temps de plusieurs mois pour voir comment les choses allaient évoluer sur ce souci de cohérence de ces différents moyens.
Tout ça pour garantir un répertoire. Je vous ai mis là pour mémoire ce que c'est que ce répertoire. Là, ça n'a pas vraiment changé, mais simplement rappeler quelles sont les exigences d'un répertoire, l'adéquation des compétences, la qualité des référentiels, les procédures de contrôle, la prise en compte des contraintes légales, les correspondances avec les autres certifications. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'il y a un deuxième répertoire qu'on a un peu tendance à oublier, qui est le répertoire spécifique, qui est aussi très important. Ce répertoire spécifique qui comporte évidemment de droit les habilitations et certifications légales de type habilitation électrique, mais aussi d'autres choses qui sont très intéressantes, pas seulement des certifications transversales de type langue, certificat informatique, mais aussi des compétences complémentaires à un métier. Ça, quand il y a des mutations de métier, c'est un effet d'impact important qu'on n'a malheureusement pas suffisamment exploité. Alors, je continue parce que je vois que les minutes filent. On est donc confronté aujourd'hui, et c'est là où je vais terminer sur les sujets qui me semblent importants, sur un paradoxe des temps, parce qu'une certification doit avoir un effet durable sur le marché du travail, elle doit avoir des effets concrets, mesurables et durables. Or, une certification à renouveler, ça demande du temps. Ça demande aussi du temps pour qu'elle soit reconnue dans l'écosystème. Or, les transformations, le cadre évolue excessivement vite. Tous les 6 mois, on voit apparaître sur la l'IA des nouveautés. On est donc pris dans ce paradoxe. On doit à la fois donner un signal durable par une certification, que ce soit un titre ou un diplôme, et à la fois on voit qu'il y a des éléments qui bousculent les compétences de façon accélérée. Alors en réalité, ça bouscule une partie des compétences en règle générale. On a rarement de métiers vraiment nouveaux. On a eu un comité scientifique en janvier où sur 35 demandes, il y a eu 5 métiers émergents seulement. Tous les autres, c'était en fait des compétences complémentaires à un métier qui bougeait. Mais ce qui fait que nous sommes pris dans ce paradoxe où il faut garantir cette durabilité, garantir que le cadre est suffisamment stable. Vous savez, un cadre qui évolue tout le temps, c'est plus un cadre. Puis on doit aussi faire attention aux effets de mode. Il y a eu toute la mode, Aurélia, des formations métaverses. On voit aujourd'hui que, bon, ça n'a pas nécessairement été à la hauteur de ce qu'on pouvait supposer. Ce qui fait que la question du digital aujourd'hui est un vrai sujet qui traverse évidemment aussi le monde de la certification professionnelle, et j'ai terminé là-dessus. Je vous rappelle, et là c'est nouveau, que désormais, pour tout dépôt d'un dossier au répertoire, il y a l'obligation de prendre en compte les effets de la transition numérique. C'est-à-dire vous devez répondre en quoi sur un métier qui fait l'objet d'un dépôt à une demande d'enregistrement, en quoi la transition numérique impacte tout ou partie des compétences visées par le métier. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une obligation qui a été imposée par le décret de juin 2025. Par ailleurs, nous avons fait évoluer sur les métiers eux-mêmes la doctrine autour des métiers émergents et en profonde évolution. Désormais, tout opérateur peut déposer à ce titre une demande de métier émergent dès lors qu'il est associé à un observatoire et plus seulement les branches professionnelles. Enfin, on pousse sur le répertoire spécifique tout ce qui est complémentaire à un métier. Par exemple, on a reconnu développer son activité avec l'IA. On considère que c'est un élément qui s'adosse au métier existant, même si on a été très en colère sur le décret du 24 février 2026 qui plafonne à 1 500 euros toutes les formations au répertoire spécifique, en plafonnant notamment ce type de formation. Donc, je pense que là, on a un vrai sujet politique, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Et je termine en disant qu'enfin, il y a là aussi un impact sur les moyens pédagogiques et d'encadrement. Là aussi, le point clé, vérifier la cohérence de ce que vous mettez en place en termes d'IA pédagogique, de formation en ligne, de jury d'évaluation virtuelle, avec les obligations notamment liées à l'évaluation et la robustesse du contrôle. Je vous rappelle qu'on a eu une décision d'un tribunal administratif il n'y a pas longtemps qui nous a rappelé qu'on ne peut pas se contenter de mettre à disposition des supports pédagogiques hein, s'il n'y a pas de preuves suffisantes sur la durée des connexions, le contenu des échanges avec les formateurs ou les coachs, le temps passé en accompagnement et comment on mesure la vraie effectivité de la progression pédagogique des apprenants. Ça, ce sont des éléments qui permettent de déterminer la cohérence. Voilà, j'ai un petit peu dépassé mon temps, Aurélia, mais j'ai essayé d'être dans le créneau. J'ai terminé. Ah, bravo. Bravo parce que c'est effectivement très dense et je pense qu'on aura peut-être effectivement des questions autour de la cohérence et pour l'évaluation, d'évaluer la robustesse à l'aune des contrôles. Et donc ça, c'est des sujets effectivement à NOA qu'on suit depuis un certain nombre d'années et qu'on sera amené certainement à retravailler. Tout de suite, je te remercie Joël. Fanny, je te laisse la parole pour CG Conseil. Et puis pour les participants,
posez vos questions dans le chat, hein, n'hésitez pas, c'est le moment et on les prendra à la suite. Fanny. Très bien, je vais prendre le contrôle. Voilà, Le donc contrôle. bonjour. Bonjour à tous. Donc, je représente aujourd'hui le cabinet CG Conseil qui fait partie du groupe Amios et je travaille donc depuis une vingtaine d'années sur des études qualitatives sur les métiers, les compétences et les certifications professionnelles. Et le groupe Amios participe aux travaux assez régulièrement aux travaux d'ENOA. Donc, avant d'entrer dans le sujet proprement dit et pour faire le lien avec ce que Joël Ruiz vient de vous dire, je vous rappelle le cadre dans lequel nous intervenons désormais. Depuis le décret du 6 juin 2025, tout dossier d'enregistrement au RNCP comme au répertoire spécifique doit prendre en compte 4 grands effets transversaux. Les situations de handicap et l'accessibilité, ça c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, les effets de la transition écologique, les effets de la transition numérique et les principes de prévention en santé et sécurité au travail. Donc ces 4 dimensions, elles ne sont pas optionnelles. France Compétences attend qu'elles transparaissent dans les référentiels de certification. Mon propos aujourd'hui va porter sur la transition numérique et l'intégration de l'IA, mais sans jamais l'isoler des 3 autres, en particulier l'accessibilité numérique sur laquelle Audrey va revenir tout à l'heure. Et donc, je vais essayer de vous montrer concrètement comment on traite cette exigence quand on accompagne un certificateur. Donc, le premier point, la première étape de notre démarche, vraiment, c'est de réaliser une veille assez générale sur les impacts de la transition numérique et de l'IA. Pour cela, on va s'appuyer d'une part sur les travaux que nous menons en tant que consultants. On travaille beaucoup pour des branches professionnelles, faisant des études prospectives sur l'évolution des métiers. Et d'autre part, on s'appuie beaucoup aussi sur les études qui sont conduites par les branches ou les organismes de recherche. Et pour réaliser cette présentation, je me suis par exemple appuyée sur une trentaine d'études sectorielles, des travaux d'OPCO, de branches, d'observatoires de métiers. Et quand on les croise, on se rend compte qu'il y a 4 effets de fond qui reviennent, quel que soit le secteur. Le premier effet, c'est l'automatisation des tâches répétitives qui va libérer du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Ce n'est pas la disparition du métier, c'est le déplacement du centre de gravité du métier. Et ce phénomène, il peut s'accompagner parfois d'une intensification du métier et d'une hausse du niveau d'exigence. Je vais vous prendre l'exemple des métiers de la relation client à distance. On a pu constater par exemple que l'arrivée des chatbots a permis d'automatiser le traitement de toutes les questions simples. Et donc les conseillers humains, ils traitent désormais les questions ou les situations relationnelles les plus complexes. Le deuxième effet qui en découle, c'est un glissement des activités de production ou d'exécution vers des rôles de supervision, de contrôle et de curation. Et désormais, donc, l'humain passe du temps à faire, donc il passe du faire, pardon, au vérifier et au décider. Et ça, c'est central pour nous parce que ça change la compétence à certifier. Le troisième effet, c'est une fracture qui est liée à la taille des entreprises. Les grands groupes utilisent leurs équipes, les petites structures vont avoir plus fréquemment tendance à décrocher. Et donc, on est face à un système à 2 vitesses dont il faut tenir compte quand on définit le public ciblé par une certification. Et le quatrième effet, c'est un besoin massif d'acculturation et de formation avec une demande qui est vraiment très concrète, qui est ancrée sur des cas d'usage métier et non pas sur une culture numérique ou digitale générale. Donc, on ne va pas plaquer, entre guillemets, des compétences toutes faites, quel que soit le secteur et quel que soit le métier. Et donc, en termes de méthode, effectivement, on va travailler sur des spécificités sectorielles, essayer de les appréhender. Le décret parle des effets du numérique sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du métier. Donc, l'unité d'analyse, ça va être le métier et le secteur dans lequel il s'exerce. Concrètement, pour chaque certification, on va chercher des travaux documentés, récents, actualisés le plus possible sur le secteur concerné. Donc là, aujourd'hui, j'ai travaillé sur un corpus assez large qui va concerner un très, très grand nombre de secteurs d'activité. Et on se rend compte, quand on lit les rapports, que chacun raconte une histoire différente. Dans l'audiovisuel, l'IA générative, elle
va percuter directement le geste créatif. Dans l'industrie, ça va être l'IA embarqué, les jumeaux numériques. Dans la banque, l'automatisation du back-office. Donc la règle, elle est très simple. La transversalité de la vague que je vous décrivais tout à l'heure, elle n'autorise pas un traitement uniforme. Avant de toucher au référentiel, il est important de bien comprendre le secteur dans lequel le métier est inséré et quelles sont les grandes vagues qui le traversent. Cette lecture, elle va permettre de calibrer le bon niveau d'exigence. Et donc, ensuite, on va passer aux impacts sur les métiers. Donc, on se pose la question, effectivement, parce que, bien évidemment, on ne va pas traiter le numérique de la même façon selon le type de métier. Exemple, on peut avoir de grandes familles. Hein. D'abord, les métiers cœur du numérique, ceux qui vont concevoir, développer, maintenir les solutions. Leur défi, qui va devenir le nôtre quand on conçoit la certification, c'est de maintenir une expertise de pointe face à une technologie qui évolue très très vite et de manière continue. Et ça va interroger directement la durée d'enregistrement et les questions posées autour de l'actualisation des référentiels. Et de l'autre, des métiers dits hybrides, qui sont en fait des fonctions traditionnelles, qui vont intégrer une forte dimension numérique, mais effectivement, ça va transformer leur pratique. Et là, la valeur ajoutée, elle ne réside pas dans la technique, mais dans la capacité à piloter des outils digitaux au service d'une expertise métier, quelle qu'elle soit. Et les exemples parlent d'eux-mêmes. On va avoir un vendeur augmenté par son CRM, un ingénieur BIM qui va concevoir le bâtiment en utilisant une maquette numérique, par exemple. Les métiers, ils vont bien évidemment être impactés de manière différente selon les secteurs. Donc, on va avoir, au-delà de l'évolution des métiers existants, certaines transformations qui vont faire émerger des métiers réellement nouveaux. Donc, effectivement, comme vous le voyez, il n'y en a pas tant que ça. Et à côté de ces métiers nouveaux, on va surtout trouver des métiers augmentés ou en transformation. Et on va trouver également des métiers qui peuvent être fortement transformés avec l'automatisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, effectivement, ces métiers qui vont être nouveaux, ils peuvent concerner différents types de catégories. Vous les avez à l'écran et ce sont des éléments qu'on voit souvent arriver aujourd'hui. Vous voyez le croisement avec la transition environnementale, écologique. Hein, on voit apparaître des métiers du numérique qui sont en lien avec la transition durable, à l'intersection finalement du numérique et de l'écologie. Et donc, après le travail sur le métier, reste à travailler, vous imaginez bien, les impacts sur les compétences. Et là, on arrive au cœur de notre métier, à traduire ces impacts en compétences. Là, la démarche, elle ne consiste pas à tout mettre sur le même plan. On va effectivement se demander quel type de compétences on a à faire. Hein. On a, grosso modo, j'ai essayé de vous faire une typologie en 4 familles, parce que ça ne va pas appeler la même formulation, ni la même évaluation. Et pour faire ça, j'ai pris exemple sur les certifications de niveau 7 qui ont été enregistrées au RNCP en avril et en mai 2026. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces certifications? Le premier type de compétence, ça va être la culture de la donnée. Savoir collecter, nettoyer, interpréter des données issues de tableaux de bord, maîtriser l'ingénierie prompt, c'est-à-dire formuler les bonnes requêtes pour dialoguer avec une IA, mais aussi détecter les biais, faire attention à ces fausses réponses, les hallucinations qui peuvent paraître plausibles. Donc, garder aussi une vigilance cybersécurité éthique. Toute la réglementation dont a parlé Aurélia tout à l'heure, l'IA Act, sont des éléments qui sont importants et qui traversent tous les métiers. Le deuxième type de compétence pour les métiers hybrides, là, la compétence clé, ça va être la traduction entre le besoin métier et la solution technologique, repérer les points de friction d'un processus, par exemple, pour intégrer l'IA à bon escient, piloter des projets en mode agile. La troisième type de compétence pour les métiers cœur de numérique, ça va être, par exemple, l'architecture, l'entraînement des modèles, la sécurité dès la conception, et enfin, la quatrième type de compétence en lien avec la direction et le management. Vous avez des exemples dans le support que vous pourrez regarder plus attentivement. Donc, les impacts sur les compétences, effectivement, c'est pas une technicisation généralisée, c'est pas de nouveaux métiers à tous les étages, c'est une hybridation des compétences, et c'est aussi la valeur ajoutée apportée par l'humain qui va être là pour l'instant non substituable. Et là, effectivement, ça va nous amener
à nous poser des questions autour de ce qu'on appelle les soft skills. Le terme ne me plaît pas beaucoup, mais on va essayer de traduire de manière objectivée qu'est-ce que l'humain va apporter dans le métier et travailler effectivement la formulation des compétences et également les enjeux pour rendre ces compétences-là ou ces ressources-là évaluables. Donc, comment on prouve que le candidat, effectivement, est capable de les mobiliser en restant toujours, bien sûr, ancré dans la situation professionnelle, puisque c'est un point essentiel. Quelles sont les traductions de tout ça dans, finalement, l'écosystème certification professionnelle? Concrètement, ce système, aujourd'hui, il est vraiment calibré pour absorber les ruptures. Le Vademecum de France Compétences nous donne un levier. Donc, il y a la liste des métiers émergents dont a parlé Joël Ruiz tout à l'heure, qui est pensée pour des ruptures rapides comme l'IA. Et puis, on a également aussi le RNCP pour les évolutions qu'on va traiter au fur et à mesure des réenregistrements et le RS qui peut permettre également de traiter des certifications qui vont venir qui vont permettre effectivement de travailler cette évolution des métiers de manière un peu plus souple. Je vous en ai mis quelques exemples là qui sont assez révélateurs. Développer la performance commerciale grâce à l'intelligence artificielle en complément d'une certification commerce. Développer son activité avec l'intelligence artificielle dans le marketing de contenu, par exemple. Voilà. Je m'en arrête là. Vous trouverez dans le support des exemples de compétences sur la transition numérique et l'intégration de l'IA dans différents types de référentiels correspondant aux différents types de métiers dont je vous ai parlé, cœur du numérique, hybride, compétences transversales, pour avoir un petit peu plus de matière sur ces éléments-là. Dernière chose, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des métiers dans lesquels il n'y a pas forcément de transition numérique évidente. Et ça, effectivement, si ça arrive, il faut pouvoir l'expliquer, le documenter dans le dossier de demande d'enregistrement. Je m'en arrête là. J'ai dépassé de 1 minute 23. Désolée. Non, 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 Fanny, c'est intéressant. On reviendra peut-être effectivement sur ces métiers-là de coiffeur, alors fumiste, je ne sais pas ce que c'est, mais boucher, charcutier, voilà, en disant effectivement, est-ce qu'il y a des compétences numériques qui ne semblent pas évidentes de prime abord sur ces métiers-là, mais ou d'IA, hein, mais qui pourraient être effectivement intégrées dans un référentiel. On ne se l'interdit pas, on est bien d'accord Non, avec ça. bien sûr. Je te remercie Fanny. Tout de suite, qui prend le contrôle? C'est Audrey. Et Audrey va nous parler d'accessibilité. J'ai le contrôle, merci. Donc bonjour, merci. Donc moi je suis pas spécialiste de la certification professionnelle, donc j'aurais sans doute une autre approche que Joël et Fanny. Moi je suis spécialiste de l'accessibilité numérique. Donc je vais juste un peu reposer le cadre de l'accessibilité numérique pour être sûr de quoi on parle. Donc l'accessibilité numérique, ça consiste à s'assurer que les interfaces numériques, et là on parle de tout, hein, site web, application mobile, borne interactive, hein, distributeur d'argent aussi, que tout ça, ça puisse être consulté, utilisé par des personnes en situation de handicap. Situation de handicap, on va parler de personnes aveugles, malvoyantes, sourdes, malentendantes, tétraplégiques, dyslexiques, c'est très très large. On va couvrir tout un tas de besoins. En France, pour mémoire, on a une obligation réglementaire qui date de 2005 avec la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui définit l'accessibilité numérique et qui vise très particulièrement en premier lieu le service public pour qui toute interface numérique doit être accessible aux personnes handicapées, les sociétés privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an. Et depuis 2025, on a eu une extension du champ d'application avec des entités qui délivrent des services particuliers, commerce électronique, livre électronique, transport de passagers, banque et puis d'autres. Donc ça commence à devenir un champ d'application assez large au niveau réglementaire. Quand on dit être accessible aux personnes handicapées, on se réfère à des normes, à des règles établies, partagées, hein, dans un milieu qui est l'accessibilité numérique. La France, en tant que pays membre de l'Union européenne, dépend d'une norme qui s'appelle la norme EN 301-549, qui est la norme européenne d'accessibilité numérique, qui est donc un gros document normatif, qui est transposé pour partie dans un référentiel français qui est le RG2A 4,
et que la transposition devrait être complète. Donc le RG2A français devrait contenir toute la norme européenne d'ici à la fin de l'année avec sa dernière version. Donc on a une transcription en français dans le RG2A pour la France. Donc c'est respecter ces règles-là, hein. Être accessible, être conforme aux règles d'accessibilité, c'est respecter les normes qui sont écrites, enfin les règles qui sont écrites dans ces normes. On a je vais vous donner quelques exemples très simples, hein. On connaît tous et toutes sans doute les contrastes de couleurs, garantir que les textes et les icônes qui apportent de l'information sont suffisamment contrastés pour que ce soit perceptible par des personnes qui ont des difficultés justement de perception de certaines couleurs. Pouvoir utiliser des interfaces sans la souris, pour les personnes qui ne peuvent utiliser que des dispositifs différents, comme un clavier ou un joystick par exemple. Et puis, en autre exemple, une transcription textuelle qui est la reprise en texte d'un contenu, d'une vidéo ou d'un fichier son indispensable pour des personnes sourdes. Donc là, l'accessibilité numérique, on voit que ça n'intervient pas que sur des aspects très techniques, mais ça intervient sur du graphisme, mais aussi sur de la conception éditoriale, tout simplement. Donc chez France Compétences, c'est évidemment pas nouveau, l'exigence relative à l'accessibilité numérique, c'est bien détaillé dans ce nouveau Vademecum, on a la fiche 21 qui en parle très particulièrement. Cette fiche 21, donc c'est la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle dans les référentiels. On peut y lire particulièrement qu'il est attendu, lorsque la certification s'y prête, hein, c'est pareil, qu'il y ait une prise en compte de l'accessibilité numérique dans la définition des compétences au sein du référentiel d'activité. Alors, si l'accessibilité numérique, ça peut être une compétence en soi, donc un domaine d'expertise, comme moi, hein, ou comme chez nous, hein. Nous, on fait de l'accessibilité numérique du matin au soir et toute l'année, de différentes façons, on fait absolument que ça. Mais c'est aussi une compétence transversale qui va se disséminer dans tout un tas d'activités et sur des profils très variés. D'accord? Et pas forcément de manière complète, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer l'ensemble des exigences, mais vraiment très ponctuelles selon les activités qu'on va réaliser. Ça peut être par exemple si je dois éditer un document bureautique, mais comment je définis une alternative d'image dans mon Word pour qu'une personne aveugle elle puisse accéder à la description de cette image. Comment je garantis que j'ai mis des titres correctement dans mon document Word. Voilà, ça va être des points très particuliers selon les activités qu'on va être amené à réaliser. Donc toute activité d'un référentiel de compétences qui amène à la production de contenu numérique, que ce soit une brochure PDF ou un site web, hein, ça devrait réclamer la prise en compte des règles d'accessibilité numérique, hein. Il faudrait que dans les compétences, il y ait cette exigence que les personnes qui sont certifiées ont été formées à prendre en compte les situations de handicap dans leur production finale. J'ai mis des exemples pour expliquer que c'est assez large en vérité la prise en compte de l'accessibilité numérique. Donc le plus simple, c'est effectivement si on s'intéresse aux certifications relatives au web, forcément création de site web ou création de maquettes graphiques, là le lien n'est pas trop difficile à faire pour la prise en compte des règles. Donc on va s'assurer qu'un développeur, on lui a appris les règles d'accessibilité numérique pour faire un code qui génère des interfaces utilisables par les personnes handicapées, qu'un graphiste il sait utiliser les bons codes couleurs pour faire des maquettes qui soient conformes. Pareil pour les documents bureautiques, hein, les Word, les PDF, quelles options activer, quelles informations renseigner pour être sûr que l'information est accessible. Et puis à la fin, j'ai mis gestion de projet numérique. Là, on peut parler chef de projet, par exemple. Ça paraît moins évident parce qu'un chef de projet, c'est pas un technicien, mais si on prend en compte l'accessibilité numérique, dans certains cas, par exemple, l'accessibilité numérique, selon les entités, il y a la nécessité, de publier des déclarations d'accessibilité pour être conforme à la réglementation. Et donc, une déclaration, c'est un document normé qui est issu d'un processus plus ou moins normé aussi, hein, un certain nombre de pages, une certaine méthode d'évaluation, etc. Et tout ça, ça prend du temps et tout ça, ça doit être planifié dans un projet. Est-ce que mon équipe, elle est formée? Est-ce que je dois la former à l'accessibilité? Ça, c'est le rôle du chef de projet. Est-ce que je dois prévoir un audit? Est-ce que je dois prévoir un temps de correction à l'issue de cet audit? Est-ce que je dois prévoir l'intervention d'un expert par ailleurs pour valider d'autres choses, etc. Donc, c'est une autre façon de faire de l'accessibilité numérique, mais c'est une façon de prendre en compte l'accessibilité numérique sur ce type de profil. Ça, c'est pour les référentiels. Et après, donc plus commun, hein, c'est comment l'accessibilité numérique va impacter les ressources qu'on donne aux personnes qui viennent suivre les formations ou réaliser les certifications, hein, les ressources de formation
les ressources préparant à la certification. Donc là, c'est autre chose, mais il faut s'assurer que tout ça, c'est accessible aux personnes handicapées. Ou à minima que je suis en mesure de fournir une alternative ou un moyen de compensation dans le cas où j'ai pas les moyens, par exemple, de rendre mon site web qui diffuse les contenus de formation, j'ai pas les moyens de le rendre accessible. Quelle solution alternative j'ai? Le mieux étant toujours d'avoir des solutions accessibles par défaut pour éviter aux personnes handicapées de se manifester et de manifester leur handicap pour avoir accès à ces ressources. Mais sinon, il faut toujours prévoir une solution de compensation. Pareil, si vous fournissez des outils ou si vous recommandez des outils pour la réalisation des activités, des certifications, savoir si ces outils sont utilisables par des personnes en situation de handicap et si ces outils ne le sont pas, quelles compensations ou quelles alternatives on peut proposer. Puisque si une personne handicapée vient suivre une formation et qu'on lui offre d'utiliser des outils qu'il ne peut pas utiliser, ça ne va lui servir absolument à rien. Donc toujours veiller aux alternatives et aux moyens de compensation derrière, c'est très important. Et puis l'aménagement des épreuves, hein, c'est aussi le troisième point qui est cité dans le Vademecum. Est-ce que l'examen, s'il se déroule en ligne, est-ce que la plateforme qui permet de réaliser l'examen en ligne est accessible aux personnes handicapées? Sinon, qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce qu'on rend la plateforme accessible? Est-ce qu'on a une autre méthode pour permettre à la personne de réaliser l'examen à distance? Et puis, les outils annexes, ça c'est un problème. Moi, la première, je le sais. Les outils d'émargement en ligne, les outils de proctoring, etc., qui, par essence, sont assez peu accessibles aux personnes handicapées, qui sont des outils qu'on ne peut pas redévelopper de zéro forcément, et qui sont, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles alternatives, quels contournements on peut proposer aux personnes qui sont empêchées d'utiliser ce type d'outils qui ne sont pas conformes? Donc c'est toujours penser, voilà, quels outils interviennent, quelles interfaces interviennent, est-ce que je peux les rendre accessibles et sinon quelles alternatives et quelles compensations je peux proposer. Toujours. On peut toujours proposer une alternative. Et moi j'ai terminé, j'ai fait le tour. Merci Audrey. Bah, écoute, il y avait une question justement, je pense que tu y as répondu en partie au début de ton intervention de Julie Anne sur la question d'effectivement, il y a l'expert de l'accessibilité et il y a les compétences en accessibilité nécessaires à intégrer dans l'équipe. Est-ce que tu peux être un peu plus précise? C'est une question D'accord. de savoir effectivement quelle est la différence entre un métier à part entière, ce que tu fais toi, et exactement comment on va du coup plutôt diffuser cette culture de l'accessibilité en interne. D'accord. Bah après, ça va dépendre forcément de la certification visée, du métier visé, etc. Moi, c'est mon métier. Moi, je lis des documents normatifs à longueur de journée et des référentiels à longueur de journée. Je fais des audits, etc. Donc, c'est pas du tout ça hein, dont je parle. C'est vraiment, je donnais l'exemple des documents bureautiques. Hein. Je sais pas, on va prendre, je sais pas, une formation attaché de presse ou webmaster. J'ai vocation à créer des communiqués de presse pour les publier tous les jours sur le site web. Bah, de quelles compétences j'ai besoin pour créer un PDF qui soit conforme aux règles d'accessibilité. Clairement, c'est pas l'ensemble des règles d'accessibilité, hein. Elles vont être assez réduites. Voilà, c'est comment je mets des titres pour garantir que ces titres, bah, ils sont utilisables par les personnes handicapées ou au travers des technologies d'assistance qui sont des outils utilisés par les personnes aveugles, par exemple. Comment je définis une alternative d'image dans mon logiciel pour que ce soit décrit. Donc ça va être des points très ponctuels et plutôt très pragmatiques parce que ça va être vraiment orienté métier. Là où moi, mon métier, c'est vraiment orienté conformité et légalité plutôt. Donc vraiment orienté métier et pragmatique. Voilà. Définir une alternative à une image, définir des titres de section dans un document. Donc vraiment très ponctuel et très réduit. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Eh ben, si Julie est d'accord. Je suis d'accord. Elle est d'accord. Justement, pour rebondir sur cette question-là, Fanny, est-ce que toi, tu aurais peut-être des conseils ou quelques recommandations sur comment traduire ça dans les référentiels d'activité? Parce que c'est quand même un gros casse-tête, hein, ce que nous dit Audrey, faut pas se voiler la face. Enfin, c'est assez technique, c'est assez complexe, jusqu'où on va, jusqu'où on va pas. Si tu veux mettre ton micro. Oui, le micro. Bah, la question, c'est toujours
l'ancrage dans le métier. Donc le métier, le professionnel, que doit-il faire? Audrey en a donné un exemple. Il doit produire des documents bureautiques à l'attention des salariés de l'entreprise. Bon, dans les salariés de l'entreprise, on peut avoir potentiellement des personnes en situation de handicap. Ça ne va pas changer son activité. L'activité, c'est produire un certain nombre de documents. En revanche, dans la compétence, on intégrera dans les ressources que ça va être fait en tenant compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Et dans les critères d'évaluation, on va retrouver ce que dit Audrey, c'est-à-dire la personne dans la réalisation de son document bureautique, elle prend en compte les principes d'accessibilité dont elle a parlé, c'est-à-dire insertion des images, contraste des couleurs, etc., etc. Et donc tout ça, ça va donner un signal fort. Après, à la formation, pour intégrer dans la formation, les parcours de formation des candidats à la certification, des éléments là-dessus, déjà pour éveiller leur conscience là-dessus et pour voir qu'il y a effectivement des moyens techniques de prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap. Et ensuite, on doit le retrouver dans les évaluations, soit au travers d'exemples qui vont être donnés en fonction des modalités, soit au travers d'un questionnement de la personne sur et comment vous faites pour adopter vos documents. Voilà, je ne sais pas si Audrey a quelque chose à préciser ou ajouter, mais... C'est parfait, c'est tout l'aspect certificateur que j'ai pas. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous fait intervenir ensemble, ça complète. C'est voilà, donc très intéressant. Une autre question, c'était sur des financements. Alors, existe-t-il des financements pour la réalisation d'un audit RGA? Là, on sort du cadre. Non, ça dépend. Pour le service public, il y a des financements. Oui, mais là Voilà. justement pour les entreprises privées, Non, non. à ma connaissance, il n'existe pas grand-chose. Il n'existe rien Ouais, même. voilà. Ouais. Donc c'est à vous de vous prendre en main et de faire votre audit. Euh, Sandrine, vous avez parlé de conception universelle, tout à fait, c'est dans le Vademecum. Existe-t-il un mode d'emploi pour la mettre en œuvre? Qui souhaite y répondre? Fanny. Moi, je ne connais pas de mode d'emploi pour la mise en œuvre de... Non, je connais pas de mode d'emploi. Le passage obligé, en fait, c'est de questionner de manière systématique à quoi doit s'adapter le professionnel. Donc, ça peut être des adaptations en matière de communication avec le public, de communication avec ses collègues de travail. Ça peut être également des éléments qui sont en lien avec des activités managériales. Ça peut être sur des activités de conception, le fait de prendre en compte les besoins des usagers, de la chose qu'on va concevoir. Hein, je vous donne l'exemple, on a travaillé il y a quelque temps sur une certification de vendeur-concepteur en cuisine et salle de bain. Ben, les utilisateurs de ma cuisine, si ce sont des personnes en situation de handicap, il faut que je leur conçoive une cuisine qui va être adaptée à l'usage qu'ils en ont. Donc, c'est vraiment passer à la moulinette, en fait, le métier au travers des besoins des personnes en situation de handicap, en considérant la grande variété des handicaps possibles auxquels on doit faire face, quoi. Merci Fanny. Je pensais aussi à quelque chose qui peut vraiment intéresser beaucoup nos acteurs. Alors Pascal, d'abord la question de Pascal sur le RGA. Autant le RGA donne des indicateurs, autant la conception universelle me paraît plus du domaine des principes, non? Alors, la conception universelle, on a fait un webinaire, Pascal, sur ce sujet-là, il y a quelque temps, puisque on avait travaillé, il y avait eu un projet qui avait été développé autour des grands principes de la conception universelle qui viennent beaucoup du Canada et du Québec, hein, du monde francophone, pour permettre effectivement de rendre les supports beaucoup plus accessibles, non pas en termes numériques, mais en termes d'accessibilité tout court, en termes de compréhension. Ce que je vous propose, c'est que là-dessus, on vous envoie le lien. Je le mettrai avec le replay, comme ça vous pourrez avoir peut-être plus d'informations sur ce sujet-là.
Je voulais revenir effectivement sur un sujet dont on a parlé, on pourrait peut-être un petit peu détailler, c'est sur la question et qui peut intéresser beaucoup des acteurs du digital, c'est sur l'évaluation avec l'IA. Utiliser l'intelligence artificielle pour évaluer. Et là, j'aurais bien aimé que vous puissiez aussi peut-être nous donner des pistes et des éclairages sur le champ des possibles et sur le périmètre aujourd'hui d'acceptation de cet usage de l'IA. Je sais qu'on peut tout à fait utiliser l'IA pour faire de l'évaluation, mais quelles sont les limites actuelles pour France Compétences notamment. Est-ce que Joël, tu es là et tu aurais Je suis là, je suis des là, je suis éléments là, là-dessus? je suis là, je suis là. Oui. Alors, euh, il n'y a pas d'interdiction en soi du recours à tel ou tel outil. Lors de l'instruction d'une demande, tout est acceptable sur le principe. Par contre, il faut s'assurer des règles de base de l'évaluation. C'est pas parce qu'on va utiliser un outil il faut garantir la manière dont il est administré, garantir les conditions de sa mise en œuvre. C'est ça qui va être absolument déterminant. Et évidemment que les éléments de preuve qui nous permettent de nous assurer que l'évaluation, elle a eu une réalité effective. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on crée un système d'évaluation utilisant l'intelligence artificielle qu'en soi, c'est acceptable ou rejetable. C'est pas la question. C'est les conditions de son utilisation qui sont déterminantes. Est-ce que tu penses, Joël, que de toute façon, il est obligatoire d'avoir une double lecture dans l'évaluation avec l'IA, d'avoir l'évaluation peut-être faite par l'IA et d'avoir on parlait une supervision, hein, mais d'avoir une supervision humaine obligatoire? Moi, je vous le dis franchement, en termes de maturité sur ces sujets-là, je recommande vivement une supervision humaine. Vivement. C'est un élément qu'on va aussi prendre en considération. Donc, je le recommande vivement. Ouais, Fanny, est-ce que tu as toi, par exemple, dans des dossiers qui auraient été traités hein, ou suivis par CG Conseil, des exemples ou peut-être des choses approchantes? Non, en fait, ce qui revient beaucoup en ce moment dans les débats quand on traite des modalités d'évaluation, c'est plus qu'est-ce qu'on fait si les candidats ont utilisé l'IA pour préparer leur dossier de preuve, leur rapport d'expérience, voilà, les éléments écrits qui peuvent leur être donnés, qui peuvent leur être demandés et qui font l'objet bien souvent d'entretiens d'évaluation. Mais on n'a pas eu à traiter de système comme ça avec finalement une automatisation de l'évaluation qui serait confiée complètement à une IA. Pas encore. Donc je saurais Oui. pas vous donner d'exemple précis. Nous, on a eu des cas de jury automatisé. On a eu des cas. Mm. Hein. Et donc, ça peut être effectivement accepté, mais il y a vraiment une condition de base. Hein, c'est la robustesse du processus, d'accord? Ça, c'est absolument central. Et puis, évidemment, je l'oubliais, l'application de la RGPD. En matière de décision automatisée, il faut faire assez attention, d'accord? Donc, ce qu'on veut voir au niveau des équipes de la certification et au niveau de la commission, on veut être garanti que le processus qui a été mis en place, il y a une manière de vérifier les dysfonctionnements, parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir des créations de fantômes et autres hein, au niveau des IA. Donc, il faut qu'on s'assure de la vérification des dysfonctionnements. Il faut qu'on voit comment ont été conçues les évaluations et la manière dont ça a été régulé en utilisant l'outil. Il faut aussi qu'on puisse s'assurer que la question de la fraude, parce que dès lors qu'on n'a plus un humain, on sait comment ça peut être contourné. Puis si le candidat peut avoir des voies de recours, hein, il peut considérer que la manière dont l'IA a été, disons, promptée, paramétrée, ça peut poser un problème sur deux candidats. Et puis enfin, ce qu'on va aussi regarder, c'est la question de la surveillance. Alors, ça peut être une IA qui surveille une IA, hein, j'entends bien, hein, la e-surveillance, hein, des épreuves en ligne, la supervision des rapports d'erreur, par exemple, mais je recommande pour ma part plutôt la surveillance humaine.
Ce qu'on peut voir de toute façon, c'est qu'effectivement, avec l'IA Act, on ne peut pas proposer une évaluation certificative à distance sans supervision humaine, puisque aujourd'hui, c'est interdit par l'IA Act, hein. Oui, tu as Mais raison. c'est jusqu'où on peut aller et l'IA aujourd'hui peut être tout à fait, je pense, hein, acceptée comme un outil d'aide, par exemple à la correction, typiquement, mais qui ne doit pas être le seul outil utilisé pour l'évaluation. Mm. Après, effectivement, il y a la question de, enfin, ce que disait Fanny, hein, sur comment en fait, on essaie de débusquer ou dénicher la triche, ou comment on utilise peut-être pour côté du coup apprenant, puisque les apprenants vont pouvoir par exemple faire des rapports qui vont être fantastiquement bien préparés, magnifiquement construits et structurés, et puis ils vont peut-être s'effondrer à l'oral, puisqu'on va leur poser des questions qui montreront qu'ils ne maîtrisent pas en fait le sujet. Et l'échange à l'oral en utilisant un outil automatisé, c'est très compliqué. Si on veut arriver à détecter justement si la personne a véritablement maîtrisé le sujet, ça reste très compliqué. Mm. Ou alors, Donc, vous allez devoir faire des développements tellement complexes que, franchement, enfin, il y a un rapport, il y a un rapport qualité de la production entre l'investissement consenti, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on a pu voir, hein. C'est vrai que l'IA elle est aujourd'hui un peu partout, côté apprenant, ça peut être aussi un très bon support, ça peut être un très bon accompagnateur, tuteur dans les apprentissages, mais clairement c'est complètement insuffisant et ça ne va pas plus loin et on a besoin effectivement toujours de se dire que dans le cadre d'une évaluation, on utilise des outils de correction, mais c'est pas le Graal final et que derrière effectivement on va avoir un contrôle humain, mais on sait qu'effectivement, sur tout ce qui est, par exemple, Joël, euh, qui sont comment on appelle ça, des titres déposés au RS sur les langues, on sait que c'est effectivement, déjà historiquement, on a beaucoup travaillé en distanciel sur les langues parce que ça s'y prête énormément, hein. Bien sûr. Et aujourd'hui, effectivement, l'IA est beaucoup dans tout ce qui est évaluation formative pour pouvoir évaluer les candidats à un temps donné et les challenger et les faire progresser. Mais elle n'est pas encore utilisée complètement comme outil à part entière pour l'évaluation. Moi, je vous recommande vivement, si vous décidez d'utiliser un outil à 100% IA sur de l'évaluation, sur tout un processus, de ne pas hésiter à nous faire une note d'opportunité, en tout cas aux équipes de France Compétences ou au président, un peu détaillée, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre en risque en tant que certificateur sur ces sujets-là. Très bien, bah moi je trouve que. Est-ce que vous avez un petit mot chacun de fin ou est-ce que ça vous semble clair? J'ai pas d'autres questions dans le chat. Eh ben c'est parfait. Donc Joël, tu as fait la clôture? Non, mais je ne l'ai pas fait de façon très, très sympathique et chaleureuse, mais quand même, n'hésitez pas. Ce que je voulais vous dire pour finir, peut-être, si vous me laissez encore une petite seconde. Euh, lorsque vous avez des questionnements, des doutes, comme dans des renouvellements de certification, avant de déposer le dossier, n'hésitez pas à nous interroger sur des sujets comme cela. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. Voilà. Et enfin, on préfère, si des demandes d'enregistrement, il y a des problèmes d'exhaustivité, que vous nous expliquiez les problèmes que vous rencontrez, plutôt que de nous mentir. La bonne foi est absolument indispensable en la matière. Voilà. C'est Merci ça que je voulais Joël. terminer là-dessus. Merci à tous. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, déjà, un grand merci à tous nos intervenants qui ont fait un gros travail hein, de préparation de ce webinaire pour aller au fond des questions et notamment sur la transition numérique et sur les questions d'accessibilité. Je voulais aussi également vous dire qu'il est toujours possible d'adhérer à ENOA en cours d'année et que si vous souhaitez nous rejoindre, c'est possible encore maintenant et nous serons amenés d'ailleurs à vous proposer
à ceux qui arrivent au mois de juillet, qui souhaitent nous rejoindre au mois de juillet, un tarif promotionnel avec une réduction de 50% sur l'adhésion annuelle. Donc, c'est le moment, on va lancer une grande campagne au 1er juillet. Et si vous avez des questions sur notre offre, nos services qu'on vous propose, c'est aussi le moment de nous questionner. Et je dirais comme Joël, dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai des explications sur notre association, sa vocation et son offre de service. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci à tous. Salut à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.